Un héritage en suspens, un silence trop parfait. Holmes pressant une tromperie. Bienvenue à Vérités obscures, je suis votre hôte, Léon. Continuons à grandir ensemble. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous regardez. Vous enrichissez ce voyage. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être là. Dévoilons la vérité. C'est par un de ces après-midi maussades de fin octobre, lorsque la brume enveloppe Baker Street comme un linceul et que la faible lumière des lampes à gaz traverse à peine la vapeur, que Sherlock Holmes se détourna brusquement du foyer et dit « Watson, combien de fois rencontrons-nous un cas où les morts parlent avec plus de précision que les vivants ?» Moi qui étais assis avec une revue médicale sur mes genoux et une tasse de thé rafraîchissante à mon coude, j'ai levé les yeux avec une légère surprise. « Rarement, » répondis-je, « à moins que vous ne fassiez référence à ces étranges lettres posthumes qui apparaissent parfois dans les testaments. » Holmes esquissa un bref sourire, un coin de sa bouche se retroussant d'amusement. « Exactement. Et aujourd'hui, mon cher ami, nous risquons d'entendre une telle communication. » D'outre-tombe. Il tendit la main vers le petit secrétaire ennoyé sous la fenêtre et en sortit un billet plié, scellé d'un lourd cachet de cire. De ses longs doigts, il l'ouvrit et me le tendit. « 2021B Baker Street, cher Monsieur Holmes, je sollicite humblement votre attention sur une affaire des plus troublantes. Un décès récent dans notre famille a mis au jour un document, un testament, dont nous ignorions l'existence. Il semble authentique, mais il attribue l'intégralité de la succession de feu Mademoiselle Eugénia Darnley à une personne dont personne dans notre foyer n'a jamais entendu parler. Les circonstances sont irrégulières. Nous vous implorons de vous rendre à Darnley House dans les meilleurs délais. Scotland Yard a été discrètement consulté, mais n'a constaté aucun acte criminel. Néanmoins, nous sentons que quelque chose cloche. Avec la plus haute considération, Lionel Witherby, neveu de feu Miss Darnley, Eugénia Darnley, dit Holmes en retournant le nom avec la cadence posée de quelqu'un étudiant une pièce rare. Vous souvenez-vous de l'affaire du saphir de Harrogate? En effet, dis-je. C'est son témoignage qui a démasqué le faussaire, n'est-ce pas? Exact. Et ce témoignage lui valut une certaine notoriété. Mademoiselle Darnley n'était pas une recluse, malgré son âge avancé. Elle était considérée comme une femme aux convictions morales strictes, dotée d'une fortune considérable et, selon la rumeur, d'une attitude plutôt froide envers sa famille survivante. J'ai déposé délicatement la lettre sur la table basse. Et maintenant, elle lègue tout à un parfait inconnu. Du moins, c'est ce qu'il semble. Mais Watson, dit-il en se levant et en se dirigeant vers le porte-manteau d'un pas décidé, le plus intéressant n'est pas que le testament soit étrange, mais que Scotland Yard, ces chiens acharnés de la procédure, l'ait déjà flairé et n'ait rien déclaré d'anormal. Rien que cela me dit que la piste que nous sommes censés suivre se trouve ailleurs. 10 minutes plus tard, nous étions assis dans un fiacre, le brouillard s'épaississant de minute en minute. Holmes, enveloppé dans sa cape d'Inverness, était assis, le menton plongé dans ses pensées, seuls ses yeux trahissant l'intense activité intérieure. « Darnley House est à Hampstead, dit-il enfin. Un lieu étrange pour un mystère, trop distingué pour un crime de droit commun, trop public pour des complots discrets. Nous verrons si cette héritière oubliée est bel et bien oubliée, ou simplement cachée au grand jour. » Darnley House se dressait derrière un portail en fer et une haie de lauriers, ses fenêtres closes pour se protéger de la brume envahissante. C'était un vieux manoir géorgien, élégant mais terni par le temps, le genre de maison qui semblait se souvenir de trop de choses. Un domestique sombre nous fit entrer dans un salon où se tenait un groupe d'individus plus ou moins agités. Un grand portrait à l'huile d'une femme aux cheveux gris, au nez pointu et au regard sévère, était suspendu au-dessus de la cheminée. En dessous se tenait un homme d'une 50aine d'années, au visage fleuri, à la moustache abondamment cirée et à l'expression d'une civilité hargneuse. « Monsieur Holmes, Monsieur Dr. Watson, merci d'être venu. » Il tendit une main légèrement tremblante.
Lionel Weatherby, le neveu de mademoiselle Darnley. Je vous prie de m'excuser pour l'atmosphère maussade. Mes condoléances, dit Holmes d'un ton brusque. Soyons francs, monsieur Weatherby. J'ai cru comprendre que le testament de votre tante était source de confusion. Tout à fait. Il désigna un petit secrétaire contre le mur. Le testament a été retrouvé caché dans ce tiroir, derrière, une pile de vieilles lettres. Il date d'à peine 15 jours avant le décès de ma tante, et pourtant aucun de nous n'a vu la moindre trace de visite d'un notaire. De plus, il s'arrêta, jetant un coup d'œil aux autres personnes présentes dans la pièce. Une femme, aux joues tachées de larmes, qui se présenta comme Madame Portia Hemsley. Une cousine éloignée et compagne de mademoiselle Darnley, un certain monsieur Bernard Quinn, avocat et ami de longue date de la famille, et un jeune homme silencieux portant des lunettes qui s'identifia seulement comme monsieur Giles, le secrétaire. Quoi de plus? Demanda doucement Holmes et monsieur Weatherby s'éclaircit la gorge. Il désigne une personne dont nous n'avons jamais entendu parler, une certaine Lydia Fern, sans lien de parenté connu, comme seule héritière du domaine, à l'exception de quelques legs mineurs. Et qu'en est-il du testament précédent? Là était un, dit M. Quinn d'une voix douce et posée. Je l'ai rédigé moi-même l'année dernière. Dans cette version, la majeure partie de la succession de mademoiselle Darnley devait être partagée équitablement entre M. Weatherby et Madame Hemsley. Je n'ai été informé d'aucun changement. Les yeux de Holmes brillèrent d'intérêt. Et ce Nouveau Testament, avez-vous vérifié son authenticité? M. Quinn parut peiné. L'écriture est indéniablement la sienne. Le style, même les tournures de phrases, est étrange, et la signature correspond. Mais quoi? Intervint Holmes. Il y a des particularités, admit Quinn. L'encre semble étrangement défraîchie pour un document si récent. Et il n'y a aucun témoin. Pas de témoin, m'exclamai-je. Aucun, confirma-t-il. Il semble s'agir d'un testament holographe, légal dans certaines circonstances, mais très inhabituel pour mademoiselle Darnley qui était méticuleuse. Holmes s'approcha du secrétaire et l'examina sans le toucher. « Qui a découvert le testament ?»« Oui, » répondit madame Hemsley, en triant sa correspondance. « Était-il enfermé ?»« Non, c'était simplement caché. Mal à bien y regarder. » Holmes hocha légèrement la tête, puis tourna son regard vers la cheminée. « Et cette mademoiselle Lydia Fern, avez-vous déjà essayé de la retrouver ?»« Nous avons envoyé des demandes de renseignements, » dit Giles, le secrétaire. « Aucune. » Sa réponse. Pas d'adresse, juste un nom clairement inscrit dans le testament. Holmes resta silencieux un long moment, puis murmura « Une morte tend la main par-dessus le voile pour nommer un inconnu, quelqu'un dont l'existence est indéterminée. » Et pourtant, sa main ne tremblait pas en écrivant. Intrigant, il se déplaçait lentement dans la pièce, inspectant les coins, examinant les cadres et jetant un coup d'œil à l'horloge décorative sur la cheminée. « Ce sont toujours les petites choses, Watson, » dit-il doucement, qui se déclarent le plus fort quand on sait écouter. Alors que nous sortions dans la nuit, le brouillard encore plus épais maintenant, Holmes alluma une fine cigarette et expira pensivement. « Eh bien, Watson, » dit-il enfin, « nous n'avons pas affaire à un faux au sens classique du terme. Nous avons affaire à un fantôme, et j'ai l'intention de découvrir si elle est vraiment morte ou si elle se cache simplement derrière du papier et de l'encre. » Le lendemain matin, Sherlock Holmes était assis en tailleur sur le sol de notre salon de Baker Street. Une demi-douzaine de feuilles de papier étalées autour de lui, sa pipe, projetant des volutes de fumée régulières, comme un brouillard. Dans un brouillard. De son fauteuil violon, je l'observais avec intérêt. Il n'avait pas touché à son petit déjeuner, à l'exception d'un œuf poché resté intact sur son plat en porcelaine. « Voyez-vous, Watson, commença-t-il sans préambule, ce n'est pas le fait du testament qui me dérange, c'est la forme de son silence. » J'ai baissé mon journal. « Silence ? Oui. » Mademoiselle Eugénia Darnley, de la vie générale, était une femme qui croyait au poids des mots. Elle ne laissait jamais rien passer inaperçu.
Et pourtant, nous voici face à un testament qui réécrit son héritage, redistribue des richesses considérables et ne justifie pas une seule syllabe ce changement. Il se contente de déclarer. C'est, en soi, profondément inhabituel. J. que réfléchissait tandis qu'il prenait la lettre de Lionel Weatherby, légèrement froissée par l'usage. Il la déplia avec soin et en relut les lignes, même si je savais qu'il les avait déjà mémorisées. Vous pensez que le testament n'est pas de son fait? Ah non, Watson, pas tout à fait. L'écriture, le ton et la cadence sont entièrement d'elle. Du moins, c'est ce qu'affirme M. Quinn, et je suis enclin à partager cet avis. Mais réfléchissez, et si le testament était à la fois authentique et compromis, le paradoxe est délicieux. Il se leva brusquement, l'énergie qui l'animait comme un courant traversant un circuit. J'ai demandé à notre page Wiggins de se renseigner discrètement sur Lydia Fern dans les registres publics et privés de Londres. Naissance, décès, annuaire, registre d'asile. Partout où une ombre pourrait laisser une trace. En attendant, nous allons faire une petite promenade à l'ancienne. Allez, Watson, revoilà dans le brouillard. Notre premier arrêt ne se fit ni à Scotland Yard, ni dans un bureau d'archives, mais à une adresse discrète d'Ebury Street, où M. Bernard Quinn, l'avocat, tenait son cabinet. Son greffier nous fit entrer après une brève discussion, et quelques minutes plus tard, nous fûmes conduits dans une salle modeste mais raffinée, tapissée d'étagères remplies de volumes juridiques à dos rouges, M. Quinn était déjà debout lorsque nous sommes entrés, son gilet boutonné avec précision, les mains derrière le dos dans une pose de civilité prudente. « Monsieur Holmes, » dit-il en s'inclinant légèrement, « je me doutais bien que vous pourriez donner suite. » Holmes ne perdit pas de temps. « Monsieur Quinn, je serai clair. Le testament holographe de mademoiselle Darnley, existe-t-il une raison plausible pour qu'une femme de son tempérament choisisse de renverser sa succession en silence ?» Le visage de Quinn s'assombrit légèrement. Je la connaissais depuis des années. Même en confidence, elle était mesurée. Elle n'agissait pas impulsivement. Si elle avait eu une raison d'exclure son neveu et son cousin, elle m'en aurait fait part. Au minimum, elle aurait obtenu un codicille officiel. Holmes marchait lentement, ses doigts effleurant le dessus des reliures en cuir. Serait-il possible qu'elle ait été sous influence extérieure? Demanda-t-il. De la persuasion, de la pression? Je n'en ai vu aucun signe, dit Quinn. Elle est restée lucide, fière. Au contraire, elle était devenue plus prudente au cours de sa dernière année. Holmes marqua une pause. Et pourtant, elle a laissé son héritage à Lydia Fern. À la mention du nom, M. Quinn eut un léger sursaut, si léger que je l'aurais peut-être manqué si je n'avais pas été attentif à une telle réaction. Toi avoir, j'ai déjà entendu ce nom, dit immédiatement Holmes. M. Quinn hésita. Ce n'est pas à moi de... C'est tout à fait votre rôle, dit Holmes fermement. Et si vous tenez à la justice, vous ne la refuserez pas. L'avocat soupira, et pour la première fois son masque de détachement tomba. Il y a 3 mois, dit-il. Miss Darnley m'a convoqué dans son salon. Elle avait reçu une lettre étrange, elle ne m'a pas laissé la lire. Elle a simplement dit qu'elle provenait de quelqu'un qui prétendait être une parente perdue de vue depuis longtemps. Elle s'appelait Fern. Elle en a ri sur le moment. Elle l'a qualifiée de mélodramatique. Elle a dit qu'elle la brûlerait. Mais elle n'a pas semblé totalement insensible. A-t-elle dit comment l'écrivain a prétendu avoir une relation? Non, seulement qu'il s'agissait d'une branche oubliée de l'arbre généalogique, comme elle le disait. Holmes croisa les bras, et elle n'en a parlé à personne d'autre. Pas à ma connaissance. Je vois. Le ton de Holmes se fit plus froid. Vous auriez dû le mentionner hier, Monsieur Quinn. Je n'avais aucune raison de penser que c'était pertinent. Vous aviez toutes les raisons du monde, rétorqua Holmes, et maintenant une femme inconnue va hériter d'une fortune. Espérons que votre retard ne nous aura pas coûté plus que du temps. De retour dans la rue, Holmes se déplaça avec une urgence renouvelée, se dirigeant vers un bureau de tabac près de Piccadilly, avant de se faufiler dans une ruelle latérale
où Wiggins attendait à côté d'un chariot de livraison, sifflant, un air grossier entre ses dents. « Eh bien ?» demanda Holmes. Wiggins, indifférent à la sévérité du détective, lui tendit un morceau de papier plié. « J'ai fait exactement ce que vous avez dit, monsieur. J'ai vérifié les registres. Il n'y a que 2 Lydia Fern dans tout Londres. L'une est femme de ménage près de Kensington, toujours en vie, n'a jamais quitté le service. L'autre, eh bien, Holmes déplia le mot et le parcourut. Ses yeux se plissèrent. L'autre est décédé, un enfant de 8 ans. Décédé il y a 22 ans. Aucun membre de sa famille n'a été retrouvé. Exact, dit Wiggins, mais j'ai fait des recherches. Nom gravé dans le carnet d'une sage-femme. Mère célibataire, père non déclaré. Morte d'une pneumonie. Tombe sans issue. Holmes se tourna vers moi, la voix basse. Donc notre héritière est soit une servante, soit un fantôme. À notre retour à Baker Street, le soleil avait disparu derrière des nuages de plomb. Holmes resta près de 20 minutes à la fenêtre sans un mot, les yeux fixés sur le brouillard, comme sur un échiquier. Puis il se retourna brusquement. « Watson, auriez-vous l'amabilité de m'accompagner au British Museum ?»« Le musée ? Oui. Je souhaite consulter les archives. Plus précisément, les registres généalogiques, les lettres et les documents concernant la famille Darnley. Et qu'espérez-vous trouver ? Je l'ignore, répondit Holmes avec une frustration sincère. Mais je commence à soupçonner que Lydia Fern n'est pas une simple invention. C'est un nom qui a du poids, une ancre. Et les ancres sont rarement inventées sans un navire pour les porter. Au musée, nous avons été reçus par une archiviste au nez pointu nommée Miss Trenwith, qui, une fois convaincue que nous n'étions ni des érudits oisifs, ni des fantaisistes, nous a escortés dans une salle de lecture privée. Là, pendant 2 heures, Holmes a épluché les certificats de baptême, les registres de mariage et les registres de donation liés aux Darnley. Je l'aidais autant que possible, mais il agissait si vite que je ne faisais souvent que deviner ce qu'il cherchait. Puis, tout à coup, Holmes marqua une pause. Son doigt reposait sur un mince folio des années 1850. « Voilà, tu le vois ?» Je me suis penché. Béatrice Fern, née Darnley, mariée sans l'accord de sa famille, séparée, déménagée dans le Sussex. « Tante Béatrice, » dit Holmes, doucement. « Bannie, ténébreuse, oubliée. Et peut-être la mère de Lydia Fern. » Holmes hocha la tête. Cela correspond à l'époque, à l'âge. Eugénia Darnley avait une sœur cadette, chassée, probablement pour avoir épousé quelqu'un d'inférieur à son rang. Et maintenant, peut-être, une fille ou une petite fille revient. Mais pourquoi maintenant ? Demandai-je. Pourquoi attendre sa mort pour affirmer cela ? Voilà, Watson, répondit Holmes les yeux brillants. C'est la question même qui nous mènera au cœur de la supercherie. Que Lydia Fern soit réelle ou non, quelqu'un a placé son nom dans les derniers mots d'Eugénia Darnley, et ce quelqu'un est soit un héritier patient, soit un menteur très rusé. C'était un après-midi gris et venteux, lorsque Holmes et moi débarquâmes sur le modeste quai de West Bexbury, un village rural de la côte du Sussex, dont les ruelles oubliées et les maisons encombrées de lierre semblaient réticentes à accepter le passage du temps. La mer s'étendait quelque part au-delà des crêtes, invisible mais clairement perceptible dans la brise salée et les cris lointains des mouettes. La campagne, contrairement au murmure incessant de Londres, retenait son souffle dans de longs silences. Holmes avait peu parlé durant le voyage. Il s'était plongé dans un annuaire défraîchi des familles de propriétaires terriens et dans une liasse de tableaux généalogiques copiés des archives du British Museum. De temps à autre, il tapotait son crayon et marmonnait des phrases. La chronologie ne contredit pas. Le mariage vers 1952. Le bannissement, probablement moral ou financier. Ce n'est qu'une fois descendu du train et entré dans la quiétude du Sussex qu'il a recommencé à parler en phrases complètes. Watson, on dit souvent qu'une famille peut oublier ses membres, mais la mémoire a la curieuse habitude de s'enraciner, même dans un sol brûlé.
Si Lydia Fern existe vraiment, alors son origine se trouve ici. Parmi les murmures et les noms à moitié enfouis, nous avons trouvé une voiture qui nous attendait, comme convenu, conduite par un jeune homme joyeux nommé Henry, qui semblait peu versé dans la connaissance, mais qui était impatient de discuter. Holmes l'encouragea gentiment. « Dis-moi, Henry, dit-il une fois que nous avancions sur les chemins creusés d'ornières, connais-tu le nom de Béatrice Fern ?» Le garçon parut perplexe. « Fern, monsieur. Je ne peux pas dire que j'en connaisse. Il y a une colline à Fern Hill à environ 5 kilomètres, mais c'est juste le nom du terrain. Plus aucun Fern n'y vit maintenant. Et Béatrice, non, monsieur. Pas dans le coin, du moins pas avant de nombreuses années. Dit Holmes en notant. Et la famille Darnley? Oh oui, s'éclaira Henry. Ancien nom. Ils avaient un pavillon de chasse près d'East Hedgecombe, mais ce n'est plus que du vent. J'ai entendu dire qu'ils étaient autrefois de la noblesse, mais la plupart d'entre eux ont quitté la ville après la mort du vieux baronnet. Il ne reste que des histoires. Holmes le remercia et ne dit plus rien jusqu'à ce que nous atteignions le village de Branton, où nous avions prévu de rendre visite à une certaine Miss Agatha Mulliner, une femme âgée qui, selon les recherches de Holmes, avait été femme de ménage au pavillon Darnley dans les années 1860. Elle vivait désormais seule dans une maison en pierre dont le jardin était envahi de lilas et de thym rampant. Mademoiselle Mulliner avait largement plus de 95 un dos courbé comme une faux et des yeux pâles, comme des lunes, derrière d'épaisses lunettes. Elle nous reçut avec grâce, quoique avec une certaine perplexité. « Oh mon Dieu, je n'ai pas reçu de visiteurs londoniens depuis des années, » dit-elle en époussetant une deuxième tasse de thé et en la posant devant Holmes. « Mais vous disiez que vous demandiez des nouvelles de la vieille Miss Béatrice ?»« C'est exact, » répondit Holmes en se penchant doucement. « Béatrice Fern, anciennement Béatrice Darnley. » Mademoiselle Mulliner fronça les sourcils, son expression soudainement mal à l'aise. « Eh bien, voilà. C'est un nom que je n'ai pas prononcé depuis 40 ans, peut-être plus. Pauvre âme. »« Parlez-nous d'elle, » l'encouragea doucement Holmes. Le regard de mademoiselle Mulliner se porta vers l'âtre. Mademoiselle Béatrice était la plus jeune, belle comme une poire et au cœur sauvage, si je puis dire. Sa sœur Eugénie, oh sévère comme une cheminée, elle l'était, toujours le nez en l'air et une Bible à la main. Mais Béatrice, elle était différente, riait trop fort, adorait la poésie. On s'est fait prendre un jour à glisser des lettres par la porte de la cuisine. Des lettres destinées à un certain monsieur Henry Fern. Alors là était. Un certain monsieur Fern, dit Holmes, saisissant le détail. Que savez-vous de lui? Seulement ce que les filles de cuisine chuchotaient. Il n'était pas de la haute société, c'est sûr. Un instituteur ou peut-être un employé, quelqu'un de respectable mais modeste. Je me souviens qu'un matin d'été, mademoiselle Eugénia fit jeter la malle de sa sœur par la fenêtre du haut, et tout fut brisé. Elle dit au personnel que mademoiselle Béatrice ne devait plus jamais être mentionnée. Elle dit qu'elle avait déshonoré le nom. Est-elle partie avec monsieur Fern? Mademoiselle Mulliner hocha la tête. Ils se sont enfuis, se sont mariés en secret. Je crois qu'ils ont essayé de s'écrire peut-être 1 ou 2 fois, mais les lettres sont restées sans réponse. Puis on a appris qu'elle avait déménagé à Lewes, et après ça, plus rien. Est-ce qu'elle avait des enfants? Ah? La vieille femme marqua une pause, les doigts légèrement crispés sur sa tasse. C'est ce que je n'ai jamais vraiment compris. Il y avait des rumeurs. Quelqu'un disait qu'elle avait eu une fille, d'autres qu'elle avait recueilli un enfant qui n'était pas le sien. Je me souviens que quelqu'un avait dit que la fille s'appelait Lydia, mais personne ne l'a jamais vue. Les Ferns n'étaient pas les bienvenus, même pas aux funérailles du vieux Lord Darnley. Pour mademoiselle Eugénia, sa sœur était morte à l'instant même où elle était partie. Holmes et moi avons échangé un regard. « Et savez-vous ce qu'est devenue Béatrice » demanda-t-il. « Elle est morte, je crois, il y a des années. Certains ont parlé de maladie, d'autres de chagrin. Tout ce que je sais, c'est que personne n'a jamais posé de pierre. » Holmes se leva, la remercia gentiment, et nous prîmes congé.
Alors que nous retournions sur la place du village sous les ombres de plus en plus longues de la fin d'après-midi, Holmes garda un silence inhabituel. Finalement, il murmura « Nous savons maintenant que Lydia Fern pourrait être la fille de Béatrice. Mais remarquez l'incohérence, Watson. » « Quelle incohérence ?» Mademoiselle Mulliner était vague, ce qui était compréhensible. Mais elle hésitait en mentionnant Lydia. Comme incertaine, cela pouvait laisser entendre que Lydia était une vraie enfant, mais aussi qu'on en parlait à voix basse comme d'une fiction. Un voile, pas un visage. Et quel serait le but d'une telle fiction? C'est là le cœur du problème. Si quelqu'un inventait Lydia Fern, il faudrait une connaissance si intime de l'histoire familiale que seul un Darnley, ou un proche de longue date, pourrait inventer ce mensonge. Mais si Lydia existait, alors pourquoi ce silence? Pourquoi disparaître pendant 3 décennies et ne revenir que par un testament contesté? Nous arrivâmes à l'auberge où nous avions prévu de passer la nuit. En entrant, Holmes s'arrêta brusquement. Une silhouette était assise près de l'âtre, un homme mince en manteau marron, ses lunettes glissant sur son nez. « Monsieur Giles, » dit Holmes surpris, « qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici dans le Sussex ?» La secrétaire se leva et esquissa un sourire pâle. « Monsieur Holmes, je pensais que vous viendriez ici. J'ai trouvé quelque chose, et j'ai cru préférable de vous le remettre en main propre. » De l'intérieur de son manteau, il sortit une feuille pliée de papier épais, légèrement jaunie. Holmes le prit, le déplia soigneusement et le présenta à la lumière du feu. Son regard parcourut rapidement la page. Puis, il leva brusquement. « Rends les yeux, Watson, » dit-il d'une voix basse et tendue. « Voici un acte de naissance. Lydia Béatrice Fern, née en 1864 à Lewes. Parents, Henry Fern et Béatrice Fern, née Darnley. » Je me suis penché. Le papier était froissé, mais l'encre était lisible. Alors, elle était réelle, soufflai-je. Mieux encore, dit Holmes en se redressant. Elle avait 28 ans en 1892. Si elle vivait, elle serait l'héritière légitime, par les sentiments et par le sang. Mais où est-elle maintenant? Demandai-je. Et M. Giles prit la parole à voix basse. C'est tout à fait ça, messieurs. Je n'ai trouvé aucun acte de décès, aucun acte de mariage, pas même de résidence après 1883. Holmes plissa les yeux. Alors, la question que nous devons nous poser maintenant n'est pas seulement de savoir qui est Lydia Fern Pétet, mais qui elle peut avoir devenir. Le lendemain, le train nous ramena vers Londres, la campagne du Sussex se déroulant derrière nous comme une bobine de souvenirs oubliés. Holmes resta préoccupé pendant une grande partie du trajet, l'acte de naissance de Gilles soigneusement plié entre ses doigts comme un texte sacré. L'énigme de Lydia Fern commençait à se cristalliser, non pas comme une invention, mais comme une question vivante dont la réponse était enfouie depuis des décennies. « Elle a existé », dis-je à voix haute, essayant de faire parler Holmes, et pourtant il ne reste aucune trace d'elle après ses 19 ans. C'est troublant. Holmes répondit enfin, le regard toujours fixé sur les collines qui défilaient. Pas inquiétant, Watson. Dangereux. Si quelqu'un s'est donné tant de mal pour l'effacer, cela suggère 2 possibilités. Soit elle est morte dans des circonstances que l'on aurait préféré dissimuler, soit elle a survécu sous un nom que l'on n'a pas osé associer à son héritage. Et qu'est-ce qui est le plus probable? Holmes tapota le bord du papier. Deuxièmement, la mort est maladroite. Elle laisse des traces, des certificats, des murmures paroissiaux, mais la réinvention, voilà l'œuvre d'un architecte intelligent. En milieu de matinée, nous arrivâmes de nouveau au 221B Baker Street. L'odeur familière du tabac, de l'encre et du charbon nous accueillit, nous réconfortant après notre voyage. Madame Hudson avait préparé du thé frais, et Holmes ne tarda pas à convoquer Lionel Wetherby pour qu'il nous rejoigne cet après-midi-là. « Il vaut mieux secouer l'arbre avant la tombée de la nuit, » dit-il. « Voyons quelle branche se cassera. » Wetherby arriva à 2h30, nerveux et impeccablement vêtu d'une redingote vert bouteille.
Son regard parcourut le salon comme s'il s'attendait à voir un fantôme surgir du papier peint. « Monsieur Holmes, dit-il à bout de souffle, vous m'avez fait venir. »« En effet, monsieur Weatherby, » dit Holmes en désignant une chaise face à la cheminée. « J'ai plusieurs questions concernant les effets personnels de votre défunte tante. Plus précisément, conservait-elle une collection de photographies ?» Weatherby cligna des yeux. « Des photos ? Oui, elle avait un petit folio dans son bureau, de vieilles cartes de visite principalement, des photos de famille, des daguerréotypes de mon grand-père, je crois. Et où est ce folio maintenant ? Dans un tiroir de son bureau, je suppose. Il ne faisait pas partie des objets emportés après sa mort. Voulez-vous que je le récupère ? Holmes secoua la tête. Non. Je crois qu'il est temps que le docteur Watson et moi retournions à Darnley House. Le ciel s'était assombri lorsque nous arrivâmes à la résidence de Hampstead, une légère bruine embuant les pavés. Darnley House était aussi silencieuse qu'avant, son élégance géorgienne prenant désormais des allures de mausolée. La gouvernante, Madame Longridge, nous accueillit à la porte et nous conduisit à contre-cœur au bureau privé de feu Mademoiselle Darnley. C'était une pièce étroite, imprégnée d'un parfum de lavande et de poussière. Des étagères bordèrent les murs et une unique fenêtre donnait sur la pelouse grise. Le bureau se trouvait sous cette fenêtre, impeccable, à l'exception d'un encrier et d'un buvard. Holmes se déplaçait avec une précision clinique, ouvrant chaque tiroir jusqu'à ce qu'il trouve un album relié en cuir et dont le dos était noué d'un ruban. Il le sortit avec précaution et le posa sur le bureau, feuilletant lentement les pages. Watson et moi avons regardé par-dessus son épaule, tandis que les portraits défilaient comme des souvenirs effacés. Une jeune Eugénia, dans une pose victorienne guindée, un patriarche de famille renfrogné, une photo de groupe lors d'une garden party dans un domaine. Nombre de ces photographies portaient des noms écrits en écriture d'araignée. Oncle Horace 1861, Maman avant la fièvre, Lionel 10 ans. Mais Holmes marqua une pause. Sa main plana sur une image particulière. C'était le portrait d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, assise, une main gantée posée sur l'accoudoir d'un fauteuil. Son regard était légèrement détourné, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, et la lumière éclairait ses cheveux de telle manière qu'ils révélaient des tons auburn. Elle ne portait aucun bijou et sa robe était simple, voire unie. Mais son visage captivait immédiatement. Il n'y avait aucun nom sous la photo. Pas de date. Juste un espace vide, comme si quelqu'un n'avait pas pu, ou n'avait pas voulu, l'écrire. Holmes fixa l'image un long moment. Puis il se tourna vers moi. « Watson, est-ce qu'elle te rappelle quelqu'un ? J'ai étudié son visage. C'est vrai, même si je n'arrive pas à le situer. » Holmes se leva et se dirigea vers la cheminée, où il avait déposé le certificat de naissance plié du Sussex. Il le tapota pensivement. « J'ai une théorie, dit-il, mais pour la confirmer, il faut regarder au-delà des archives familiales. Il faut se tourner vers l'art. »« De l'art » ai-je répété. Holmes hocha la tête. Mademoiselle Darnley fréquentait occasionnellement la galerie Saint-Austell à Bloomsbury. Elle faisait de modestes dons, posait occasionnellement pour des portraits et soutenait plusieurs artistes moins connus. Je crois, non, savoir, que l'un d'eux a peint cette femme. Et qu'est-ce que cela prouvera? Les yeux de Holmes brillaient d'un triomphe discret. Si la femme sur la photo apparaît dans un autre média sous un autre nom, surtout avec une biographie inventée, alors nous aurons retrouvé notre héritière disparue. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à la galerie Saint-Austell juste au moment où le brouillard commençait à se lever. L'établissement, installé dans une étroite maison de ville, était silencieux, à l'exception du doux bruit des chaussures sur les sols cirés. Des tableaux dans des cadres dorés ornèrent les murs, chacun portant des plaques de laiton gravées de titres et de noms. Un employé de la galerie nous accueillit avec une politesse éprouvée. Holmes présenta sa carte et s'enquit du catalogue, des portraits des années 1885 à 1895, plus précisément ceux financés ou donnés par mademoiselle Eugénia Darnley. Nous fûmes conduits vers une galerie latérale,
où le regard de Holmes se posa immédiatement sur une toile près du mur du fond. Sans même regarder la plaque, il s'en approcha d'un pas mesuré. Le tableau représentait une jeune femme de profil, les cheveux relevés en un chignon modeste. Elle se tenait devant une fenêtre, la lumière pénétrant à flots pour illuminer le contour pâle de son cou et la douceur de ses joues. Son expression était distante, introspective. L'artiste avait su capturer non seulement son image, mais aussi sa mélancolie. Sous le cadre, on peut lire « Étude en quiétude », Monsieur Vautray, 1888. Objet, Mademoiselle L. Fairbourne Holmes expira lentement. L. Fairbourne, répéta-t-il. Un nom sorti de nulle part. Il n'y a pas de Fairbourne chez les Darnley. Aucune trace de ce modèle n'est mentionnée dans le recensement. C'est elle, dis-je. La même femme que sur la photo. Plus âgée peut-être, mais impossible à confondre. Oui, murmura Holmes. Et remarquez l'artiste. Maurice Vautray a peint une demi-douzaine de portraits de la petite aristocratie. On disait aussi qu'il avait réalisé des commandes privées en toute discrétion. Je soupçonne qu'il savait qui elle était vraiment. Alors il aura peut-être des réponses. Holmes se retourna. Il faut le retrouver. S'il est encore en vie, il pourrait servir de pont entre Lydia Fern et Mademoiselle L. Fairbourne. Sinon, ses archives le devront. Mais il y a autre chose. Dis-je en désignant la plaque. Pourquoi poserait-elle sous un faux nom dans une galerie publique? Cela semble risqué. La voix de Holmes baissa. À moins que ce ne soit pas celle. C'est quelqu'un d'autre qui a organisé l'exposition. Aïe, quelqu'un qui avait accès au tableau. Quelqu'un qui connaissait son identité et souhaitait rappeler à Miss Darnley un lien longtemps enfoui. Nous avons tous deux regardé le portrait pendant quelques secondes de plus, en silence. Watson, dit enfin Holmes, nous approchons du centre du labyrinthe, mais avant de pouvoir nommer l'architecte, nous devons retrouver le pinceau qui a peint la supercherie. Les premières heures du jour suivant furent consacrées à la poursuite d'un artiste insaisissable. Maurice Vautray, le peintre dont le nom ornait la plaque de cuivre sous « Étude en toute quiétude », jouissait autrefois d'une réputation modeste dans certains cercles bohèmes de Bloomsbury. Holmes avait envoyé une demi-douzaine de demandes par courrier et télégramme, tout en envoyant Wiggins et le reste des irréguliers de Baker Street dans les milieux artistiques londoniens, ateliers, fournisseurs et ateliers d'encadrement. Nous poursuivions une ombre aux contours s'estompant. À 10h30, un mot arriva griffonné à la hâte sur du papier à lettres bleues et remis par l'un des plus jeunes lieutenants de Wiggins. Monsieur Holmes, Vautray habite près, de York Place, près d'Euston. Il habite au 3e étage d'un immeuble en grès brun, au-dessus d'une chapellerie aux volets fermés. Il est réservé. Son propriétaire le surnomme le fantôme français. Fletcher Holmes plia le journal et se leva avec cette énergie soudaine que j'avais appris à associer à une odeur portée par le vent. Le fantôme français, dit-il avec une pointe d'amusement. Charmant. Nous étions dehors en quelques minutes. York Place était calme et délabré. Une impasse jonchée de commerces en déclin et d'appartements à la location incertaine. Une enseigne défraîchie. Les chapeaux de Beaumont. La porte s'ouvrait sur des gonds rouillés, les fenêtres derrière elle sombres et couvertes de poussière. Au-dessus, un étroit escalier menait au logement indiqué dans la note de Fletcher. Holmes grimpa rapidement, sa main effleurant la rampe en fer. Je le suivis, le bois craquant sous nos pas. Au 3e étage, il s'arrêta et frappa 2 fois. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Puis, de l'intérieur, on entendit le bruit de pas chaussés de pantoufles et le clic métallique d'une serrure tirée. La porte s'ouvrit et un homme mince d'une 60aine d'années se tenait devant nous, ses cheveux fins argentés, sa robe tachée de peinture serrée contre lui. « Monsieur Vautray » Holmes inquired politely. « Oui, » dit l'homme avec un léger accent français. « Et vous ?» Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Nous sommes ici pour l'une de vos œuvres, un portrait intitulé Étudié dans la quiétude, daté de 1888.
Les yeux de Vautray se plissèrent. La fille à la fenêtre. Exactement. Nous pensons qu'elle était peut-être connue sous un autre nom. Miss Lydia Fern. L'expression de l'artiste ne changea pas. Il ouvrit la porte plus grand. Entrez. Mais si vous la cherchez, vous arrivez 20 ans trop tard. L'appartement de Vautray n'était guère plus qu'un atelier. Son espace central dominé par un grand chevalet, une haute fenêtre tachée de vieilles peintures et plusieurs toiles appuyées contre les murs, à divers stades de finition. La pièce sentait l'huile de lin, la térébenthine et le vieux tabac. Des livres de composition classique, d'anatomie et d'esthétique étaient éparpillés sur un canapé affaissé. « J'ai peint beaucoup de femmes », commença Vautray en versant du café dans 3 tasses ébréchées. Mais peu m'ont marqué autant qu'elle, elle Fairbourne, sauf que ce n'était pas son nom, bien sûr. Holmes sirota le breuvage amer sans grimacer. « Raconte-nous ce dont tu te souviens. » Vautray s'assit avec la lente dignité de quelqu'un habitué à l'observation. Elle est arrivée un matin avec un mot de présentation. Elle prétendait être une actrice amateur à la recherche d'un travail de portraitiste. Elle était raffinée, réservée et, curieusement, volontaire. Comme si chaque geste avait été répété. Mais il y avait aussi de la tristesse derrière. Depuis combien de temps la connais-tu? Peut-être 2 mois. Elle a posé pour moi 6 fois. Elle n'a jamais parlé de sa famille. Elle payait en billets. Elle portait toujours des gants, même à l'intérieur. Je pensais qu'elle fuyait peut-être quelque chose ou quelqu'un. A-t-elle déjà utilisé le nom de Lydia Fern? Jamais. Mais une fois, je m'en souviens très bien, je l'ai appelée Miss Fairbourne. Et elle a souri d'un air ironique et m'a répondu « Seulement en peinture, monsieur. » Je n'ai pas insisté. Holmes se pencha légèrement en avant. Quelqu'un d'autre la connaissait-il? Était-il accompagné ou lui a-t-il rendu visite? Non, mais après la 3e séance, un monsieur est venu acheter le portrait terminé, avant même que je ne l'ai signé. Holmes haussa les sourcils. Un gentleman? Grand, anglais. Il portait une épingle en forme de tête de lion sur sa cravate. Je m'en souviens parce qu'elle brillait comme du feu. Il m'a proposé le double de mon tarif habituel si j'acceptais d'exposer le tableau à la galerie Saint-Austell sans parler du modèle. Est-ce qu'il a donné un nom? Non. Mais il savait de son nom, Lydia. Je l'ai entendu dire en regardant la toile. Il a dit « On se souviendra de toi, Lydia ». Et puis il est parti. Holmes se leva lentement. « Reconnaîtriez-vous » Cet homme? J'en doute. C'était il y a longtemps. Mais la tête de lion, je ne l'oublierai jamais. Holmes hocha la tête, les yeux brillants. Ce détail pourrait s'avérer crucial. Avant de partir, Vautray fouilla dans un vieux portfolio et en sortit un mince carnet aux coins gondolés et aux pages tachées de pigments. Voici mon journal de séance. J'y ai noté mes rendez-vous et pris des notes sur tous les sujets. Là, il désigna du doigt, ses rendez-vous. La pose qu'elle souhaitait. Et voyez ici, écrit dans la marge, « Vérifiez Fairbourne, nom de scène ». Je m'en doutais déjà. Holmes accepta le carnet avec gratitude. « Vous m'avez été d'une aide inestimable. » Alors que nous retournions dans l'après-midi humide de Londres, Holmes se tourna vers moi avec l'air d'un homme assemblant les derniers coins d'un puzzle. « Maintenant, Watson, dit-il, nous devons répondre à une nouvelle question. Non. Seulement qui est devenue Lydia Fern, mais qui s'est donné tant de mal pour placer son portrait sur le chemin d'Eugenia Darnley. Nous sommes retournés à Baker Street, où Holmes a commencé à comparer les armoiries familiales avec l'épingle à cravate à tête de lion. Il a consulté Perry de Burke, ancien numéro de Le Times des pages mondaines, et plusieurs catalogues de bijoux pour hommes. À la tombée de la nuit, il avait réduit les possibilités à 3 familles importantes. Puis, quelque chose a cliqué, il a récupéré une lettre dans la pile de correspondances que nous avions rassemblée au début. De l'affaire, l'écriture de Miss Darnley, adressée à Bernard Quinn. Lise le 2e paragraphe à voix haute, Watson. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et j'espère sincèrement que Lord Charleton ne s'attend pas
à ce que j'assiste à nouveau à cette horrible vente aux enchères caritatives. Je ne m'intéresse ni aux boutons de manchette à tête de lion, ni aux flatteries arrosées de champagne. Holmes sourit. Le voilà, Lord Edgar Charlton, riche, influent, et visiblement habitué à arborer des lions sur ses accessoires. Tu penses, s'il... Avez-vous placé le portrait dans la galerie? Je pense qu'il connaissait Lydia Fern, peut-être plus intimement que quiconque, et je pense qu'il pourrait être la clé pour comprendre pourquoi elle a disparu. Et pourquoi? Quelqu'un n'a ravivé sa mémoire qu'après la mort de mademoiselle Darnley. Mais dans quel but? Le visage de Holmes se durcit. C'est ce que nous allons découvrir. Nous rendrons visite à Lord Charlton demain, et je soupçonne que le lion a quelque chose à cacher. L'après-midi suivant, nous avons gravi les marches du 14 Belgrave Square, une belle maison à la façade blanche appartenant à Lord Edgar Charlton, l'homme que Holmes avait identifié grâce à un détail insignifiant, une épingle à tête de lion mentionnée en passant et longtemps ignorée. Rares étaient ceux qui auraient trouvé un tel ornement, mais pour Holmes, même le plus petit emblème pouvait dissimuler un levier permettant d'ouvrir des portes dérobées. Le majordome, un homme voûté et efficace, nous informa que Lord Charlton était à la maison, mais qu'il n'attendait pas de compagnie. « Nous ne sommes pas ici pour affaires officielles, » dit Holmes d'une voix douce. « Veuillez informer sa seigneurie que M. Sherlock Holmes ne demande que 10 minutes de son temps pour régler une question de provenance artistique. Ce nom, Sherlock Holmes, en a plus d'une occasion fait des merveilles dans les couloirs du privilège. » En quelques minutes, nous fûmes introduits dans un grand salon baigné de fumée de cigares et bordé de bibliothèques en noyer poli. Une collection de trophées de chasse ornait les murs supérieurs, tandis que la pièce maîtresse, une grande tête de lion en bronze, fixait d'un regard sinistre la cheminée en marbre. Lord Charlton lui-même entra peu après, impeccablement. Vêtu d'un gilet prune foncé et d'une redingote sur mesure, ses cheveux grisonnants ramenés en arrière en ondulations soignées. Son regard perçant et prudent nous observa aussitôt avec l'œil d'un soldat. « Monsieur Holmes, » dit-il d'une voix amusée, « qu'ai-je fait pour attirer l'attention du limier le plus précis de Londres ?» Holmes s'inclina légèrement. « Rien, je vous assure. Nous retraçons l'histoire d'un portrait brièvement exposé à la galerie St. Austell. Il était intitulé « Étudié dans la quiétude », peint par Maurice Vautré en 1888. Le sujet était répertorié comme « Miss L. Fairburn ». Je crois que vous avez acheté l'œuvre. Charlton hésita un instant, puis hocha poliment la tête. Je me souviens du tableau. Le pinceau de Vautré était prometteur. Malheureusement, j'ai trouvé le sujet mélancolique. Il est entreposé. Vous avez parlé à Vautré à l'époque, dit Holmes avec désinvolture, et vous avez fait référence au sujet en l'appelant Lydia. Pendant un instant, la salle retint son souffle. Le regard de Charlton se porta vers la tête de lion au-dessus de l'âtre, puis revint à Holmes. « Vraiment ?» dit-il, d'une voix soigneusement neutre. « C'était il y a des décennies. J'ai peut-être utilisé le nom qu'il m'a donné. » Holmes esquissa un mince sourire. Maurice Vautré se souvient de l'inverse. Il dit « toi ». J'ai fourni le nom. Et vous avez insisté pour que le tableau soit placé dans une galerie fréquentée par mademoiselle Eugénia Darnley. Il y eut une pause, suffisamment longue pour laisser place à des implications. Je me demande, continua Holmes d'un ton léger, si c'était simplement un geste romantique ou quelque chose de plus stratégique. Charlton croisa les bras. « Vous êtes sur le point de porter l'accusation, monsieur Holmes. » Holmes eut un léger rire. « Pas vraiment. Je ne fais qu'ordonner les faits dans leur ordre naturel. » Charlton se tourna pour se verser une mesure de brandy. « Lydia Fern, » dit-il enfin, comme s'il goûtait le nom. « Je ne l'ai pas entendu, prononcé à voix haute depuis près de 30 ans. Vous la connaissiez bien, dit Holmes. C'était plus qu'une simple connaissance. » Il but une gorgée. Elle était extraordinaire, intelligente, blessée, toujours en quête d'un avenir incertain. Elle est arrivée à Londres avec rien d'autre qu'un nom qu'elle avait inventé à partir de demi-vérités et de nostalgie.
Je l'ai rencontrée grâce à une connaissance du monde du théâtre. Elle utilisait alors Fairbourne. Elle détestait ça. Elle disait que c'était comme porter la peau de quelqu'un d'autre. Watson, assis près de la bibliothèque, se pencha en avant. « Tu l'as aidé à se réinventer ?» Je lui ai laissé de l'espace, de la discrétion. J'ai payé vos traits pour le tableau, non pas pour le montrer au monde, mais pour rappeler à celui qui l'avait rejeté qu'elle n'avait pas disparu. Qu'elle avait devenir. Vous voulez dire mademoiselle Eugénia Darnley, dis-je. Charlton hocha la tête. Je connaissais l'histoire, le scandale familial, le bannissement de Béatrice. J'ai essayé, vraiment, de persuader Lydia d'y faire face, mais elle avait peur. Pas pour elle, pour quelqu'un d'autre. « Qui ?» demanda Holmes. Charlton hésita. « Je crois qu'il y avait un enfant, mais Lydia ne l'a jamais confirmé. Elle a seulement dit que son passé contenait des chaînes qu'elle ne pouvait briser. Elle craignait des complications juridiques, des problèmes d'héritage, l'influence de la famille. Elle disait que mademoiselle Darnley avait des yeux dans tous, les tribunaux et de l'encre dans tous les registres. » Holmes échangea un regard avec moi. « Alors qu'est-elle devenue ?» La voix de Charlton baissa. « Elle a disparu. Un matin, elle n'est pas venue à une répétition. Ses appartements étaient vides. Aucun mot. Aucun mot. Je ne l'ai jamais revue. A-t-elle été enlevée ?» ai-je demandé. Elle était prudente, paranoïaque même. Mais si quelqu'un voulait la faire partir... Sa voix s'éteignit. Holmes s'approcha de l'âtre et examina la tête de lion. « Et vous n'avez jamais fouillé ?» Je l'ai fait. Mais sa trace s'est arrêtée là où elle avait commencé, dans la fiction. Holmes se retourna, le regard plus froid. « Vous avez placé le tableau. Vous avez usé de votre influence. Vous avez fait en sorte que mademoiselle Darnley voie le visage de la nièce qu'elle avait chassée. Pourquoi ?» Charlton semblait peiné. « Parce qu'elle était mourante. Parce que j'espérais, peut-être bêtement, que voir l'image de Lydia la forcerait à modifier son testament, à réparer l'injustice. Vraiment. Je ne sais pas. » Holmes marqua une pause. « Une dernière question. Vous souvenez-vous avoir déjà rencontré un certain monsieur Giles? C'était le secrétaire de mademoiselle Darnley. » Charlton fronça les sourcils. « Oui, brièvement. Une ou deux fois lors d'événements mondains, homme discret, observateur. » L'expression de Holmes s'assombrit. « Très observateur. Nous avons quitté Belgrave Square alors que la lumière commençait à faiblir et que la pluie revenait en fines aiguilles sur le trottoir. Holmes resta silencieux jusqu'à ce que nous atteignions la lisière du parc, où il tourna brusquement dans une étroite ruelle. « Vous soupçonnez Giles ?» dis-je en emboîtant le pas. Holmes hocha la tête. « Réfléchissez-y, Watson. Il avait accès au dossier privé de mademoiselle Darnley, à sa correspondance, et même à ses lettres abandonnées. C'était il qui nous a délivré l'acte de naissance. Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi attendre? Peut-être qu'il avait peur, ou peut-être qu'il voulait que nous se trouvions au bon moment, pour corroborer une invention déjà en cours. Vous croyez qu'il a falsifié le testament? Je crois qu'il savait l'histoire de Lydia Fern, et il se peut qu'elle l'ait utilisée. Qu'elle soit réellement morte ou simplement disparue, quelqu'un a comblé les lacunes et construit une résurrection très plausible. Une résurrection qui résisterait à l'examen des graphologues et des historiens du droit. Mais dans quel but? Holmes s'arrêta sous un lampadaire. Pour hériter, pour supplanter les héritiers légitimes, et pour s'assurer que la fortune des Darnley, préservée de tout scandale, tombe entre des mains que la famille n'avait jamais imaginées. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, puis Holmes dit « Nous devons retourner à Darnley House ce soir. » Ce soir-là, nous approchâmes du domaine plongé dans l'obscurité, sous un voile de brume. Madame Langridge avait été renvoyée, pour la nuit, sur la suggestion subtile de Holmes, et la maison était silencieuse mais pas vide. Holmes sortit une clé qu'il avait discrètement empruntée lors de notre précédente visite et ouvrit la porte du domestique du fond sans un bruit. Nous nous sommes glissés dans le couloir jusqu'au bureau de Miss Darnley. Holmes alluma une lampe et se dirigea droit vers le bureau.
Ses doigts parcoururent le revêtement intérieur des tiroirs jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, un faux panneau sous l'encrier. Il l'a soulevé doucement. À l'intérieur se trouvait une pile de lettres attachées avec un ruban bleu délavé. Holmes les tira soigneusement. Nous n'en lûmes que quelques lignes, avant d'en comprendre la signification. Ils étaient depuis Lydia Fern, datés, détaillés, émouvants. Ils décrivaient la solitude, la peur, la naissance d'une fille, une demande de pardon. Le plus récent datait de 1890, soit 2 ans seulement avant la mort de mademoiselle Darnley. « Elle était en contact ?» dis-je incrédule. Holmes hocha la tête d'un air sombre. Et quelqu'un le savait. Quelqu'un qui les a cachés. Quelqu'un qui a veillé à ce qu'ils ne soient jamais lus. Il fouilla plus loin et trouva une dernière lettre non ouverte, adressée à mademoiselle Lydia Fern, aux soins de la succession de Charlottetown pour mademoiselle Darnley, avait destiné pour répondre. Holmes se leva. Cela change tout. Le testament était peut-être authentique après tout, mais altéré. La question est, qui l'a intercepté? Et qu'est-il arrivé au réel Lydia Fern? Juste à ce moment-là, le léger craquement d'une planche de plancher résonna au-dessus de nous. Le regard de Holmes s'est aiguisé. Nous ne sommes pas seuls. Le silence qui suivit le craquement du plancher était de ceux qui serrent en la gorge. Dans cet instant haletant, tout le poids de l'héritage Darnley, ses secrets, ses fantômes, ses vérités à moitié enfouies, sembla se déposer dans la poussière de la vieille maison. Holmes resta figé, l'oreille tendue vers le ciel. Je le reflétais instinctivement, les lettres de Lydia Fern toujours serrées dans ma main, leur chagrin ancré vibrant au gré de la tension ambiante. Un deuxième. Bruit suivit. Plus doux cette fois-ci, un glissement, un peu comme le talon d'une botte qui tourne contre un vieux plancher. « À l'étage » murmura Holmes. « Pas le salon, l'aile nord, probablement le palier du grenier. » Il éteignit la lampe d'un geste rapide et désigna le couloir. Je le suivis, veillant à placer chaque pas au bord du plancher, là où les planches risquaient le moins de craquer. Darnley House, dans sa splendeur endormie, offrait de vastes zones d'ombre pour se dissimuler. Holmes s'y déplaçait comme un chat. Alors que nous atteignions l'escalier, un troisième bruit retentit. Un léger clic de fermeture, comme celui d'une porte se fermant doucement au-dessus. Holmes se retourna et croisa mon regard. « Sois prêt, Watson. Nous sommes montés. » Le palier supérieur était plongé dans un silence imprégné de courants d'air. L'ancienne chambre de mademoiselle Darnley se trouvait à gauche, mais Holmes la dépassa. Il nous conduisit plutôt vers un escalier étroit, rarement emprunté, qui menait à la porte du grenier. C'était le genre d'escalier destiné au mal et au linge oublié, pas aux enquêtes nocturnes. Nous nous sommes arrêtés au sommet. Holmes s'est penché en avant et a testé la poignée. Elle a tourné sans résistance. La porte du grenier s'ouvrit en grinçant. Une bouffée d'air froid nous accueillit dès notre entrée. Le grenier était caverneux, plus vaste que je ne l'avais imaginé. Ses chevrons étaient recouverts de toiles d'araignée, son sol jonché de meubles poussiéreux sous des housses en lambeaux. Une unique lucarne projetait un pâle rayon de lune sur le sol, illuminant un bureau abandonné et un rocking-chair fêlé. Mais la pièce était autrement vide. « Disparu », murmurai-je, « ou caché ». Les yeux de Holmes parcoururent les coins. Il n'y a qu'une seule sortie, celle-ci, à moins que... Il se dirigea rapidement vers la fenêtre et l'ouvrit. Elle grinça vers l'extérieur, révélant un rebord étroit et une échelle de secours rouillée sur le côté de la maison. Le métal était récemment rayé, et un barreau portait la trace d'un talon, boueux, récent. « Il n'est pas venu pour voler, » dit Holmes. « Il est venu pour récupérer quelque chose. » Holmes se tourna vers le bureau et en ouvrit le couvercle. Il était presque vide, à l'exception d'un registre enveloppé dans une toile cirée. Avec un soin délicat, Holmes le retira et déplia le tissu. Le registre était vieux, relié en cuir usé, et marqué seulement de la lettre G gravée dans un coin. À l'intérieur, les pages étaient remplies d'une écriture serrée et disciplinée.
pas celle de mademoiselle Darnley. P. observa Holmes. Trop mesuré. Cette main appartient à quelqu'un formé à noter avec précision, soit un commis, soit une secrétaire. Giles, dis-je dans un souffle. Holmes hocha la tête et tourna rapidement les pages. Les entrées étaient datées et numérotées méticuleusement, chacune répertoriant les correspondances et les interactions. Mais ce qui a retenu notre attention, ce sont les annotations codées dans les marges, de simples substitutions et des symboles à côté de noms particuliers. « Je m'en doutais », murmura Holmes. « Ce n'est pas un registre ordinaire, c'est un registre fantôme. » « De quoi ? Manipulation, dit Holmes d'un ton sombre. Lettres interceptées, documents falsifiés, projet juridique corrigé avant livraison. Voyez ici. Projet W modifié, paraphe réaffecté, signature non requise. Et ici, poste LD conservé, acte de naissance dupliqué. Mes yeux s'écarquillèrent. Ils contrôlaient le récit. Je ne fais pas que contrôler, Watson. Conservation. Cet homme a façonné la compréhension du monde de Miss Darnley pendant des années. Holmes tourna une autre page et se figea soudain. Au centre de la feuille se trouvait un morceau de journal collé. Une petite coupure nécrologique datée de Mzen, mars 1891. Une jeune femme, dont le nom est inconnu, a été retrouvée noyée dans la Tamise, près des quais de Southwark. Âge estimé, fin de la vingtaine. Aucune identification. Aucune famille n'a réclamé le corps. Enterré dans un lotissement pour pauvres, à Lambeth, à côté, écrit de la main reconnaissable entre mille de Gilles. Elsif. Si vérifier, éliminer le risque. Surveiller les tentatives des demandeurs. Sécuriser le testament. Bon Dieu, murmurai-je. Il savait-il la trouver et n'en a parlé à personne. Le visage de Holmes était indéchiffrable. Ou du moins, il le croyait. Il tourna la page suivante, et plié dans la reliure se trouvait un morceau de tissu déchiré. Il le montra à la lumière. C'était de la soie, couleur crème, avec les restes d'un ourlet cousu main. 2 lettres étaient brodées dans un coin, avec un fil délicat, l'F. Lydia Fern, dis-je. Ou quelqu'un qui veut nous le faire croire. Holmes replaça délicatement le tissu entre les pages et glissa le registre sous son bras. Puis il se figea à nouveau. Un léger bruit, presque imperceptible, provenait de la cage d'escalier. Un souffle, ou peut-être un déplacement de poids. Pas d'en haut cette fois, mais d'en bas. Holmes fit signe à la porte, et nous nous dépêchâmes de la refermer derrière nous et de redescendre sur le palier. Mais le couloir était vide, et puis nous l'avons vu. Une simple feuille de papier épinglée à la porte du bureau. Holmes l'arracha. Elle n'était pas là quand nous sommes montés. Au centre, écrite d'une écriture claire et délibérée, se trouvait une seule ligne. « Arrêtez, monsieur Holmes. Vous poursuivez un fantôme qu'il vaut mieux laisser enterrer. Aucune signature, aucune marque, aucune trace. » Holmes le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le glissa dans son manteau. « Eh bien, dit-il doucement, maintenant, nous savons que nous ne sommes pas seuls dans notre intérêt. Nous sommes rentrés à Baker Street au petit matin, épuisés mais électrisés. Holmes a soigneusement déposé le registre sur la table et nous a servi à chacun une mesure de whisky. Je crois, dit-il, que nous avons franchi le cap. Il reste maintenant à comprendre le mobile. Les mécanismes commencent à se préciser, lettres interceptées, faux documents, manipulation des dernières pensées de mademoiselle Darnley. Mais le pourquoi nous échappe encore. Pour voler l'héritage, ai-je proposé. Trop simple, répondit-il. Gilles aurait pu s'immiscer dans le testament, mais au lieu de cela, il a ressuscité un fantôme, Lydia Fern. Pourquoi ne pas dissiper tout doute et détruire l'héritage? Pourquoi ressusciter-il? Pour punir les Darnley? Ou peut-être pour honorer Lydia, dit Holmes doucement. Même s'il manipulait son image, peut-être qu'elle comptait pour lui. Il resta silencieux un instant, puis « Demain, Watson, nous rendrons visite à M. Giles. » Mais le matin n'apporta pas une telle rencontre. À 9 heures précises, l'inspecteur Lestrade se présenta
À notre porte, l'air inhabituellement solennel. Il retira son chapeau et tenait un télégramme plié dans une main gantée. « Holmes, dit-il, pense que tu devrais voir ça avant que ça ne fasse la une des journaux. » Holmes a lu le télégramme D.E. SGT, Hemmings, gare de Hampstead, objet, décès d'un homme. Gilles, Henry W. Trouvé décédé dans un logement, les circonstances suggèrent un suicide. Note présente. Examen nécessaire. La police. Demande l'avis de M. Holmes. Avant l'annonce publique, j'ai senti mon estomac se serrer. Suicide? Holmes fixa le papier, puis soudain résolu, il se leva. Pas de suicide, Watson, pas encore. On va à Hampstead, tout de suite. Nous arrivâmes à Hampstead peu après 10 heures, le soleil matinal luttant contre les nuages, abassait la fumée des cheminées. L'agent Hemmings nous retrouva devant l'étroite pension de famille de Winmere Lane, où Henry Giles avait conservé une chambre solitaire à l'étage pendant près de 10 ans. Le bâtiment était oubliable. Briques rouges, vitres fissurées, un panneau en bois indiquant chambre meublée, location à la semaine. Mais il n'y avait rien d'oubliable dans la mort qui s'était produite à l'intérieur. Lestrade était déjà présent, debout, raide, près de la porte, les mains jointes derrière le dos, les sourcils froncés sous son chapeau. « Bonjour. »« Holmes Watson, » dit-il d'un ton sombre. « Tu voudras voir ça de tes propres yeux. Personne n'a touché à rien. » Holmes hocha brièvement la tête et monta l'escalier. Je le suivis de près, ressentant le silence qui règne toujours autour de telles scènes. Un silence qui s'installe non pas par respect mais par anticipation. La porte de la chambre de Gilles était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, l'espace était ordonné, trop ordonné. Un bureau contre un mur, une armoire hermétiquement fermée, un lavabo, un lit modeste, et sur le lit gisait le corps d'Henry Giles. Il était entièrement habillé, à l'exception de ses chaussures, soigneusement posées à côté du lit. Un bras reposait sur sa poitrine, l'autre le long du corps. Une petite fiole marron était posée sur la table de chevet, à côté d'un court mot manuscrit. Holmes s'approcha, son regard parcourant la pièce en passe rapide mais précise. « Note » demanda-t-il. Lestrade le lui tendit. Je lus par-dessus son épaule. « À qui cela peut concerner? Je regrette tout ce qui s'est passé. Le poids de la déception est trop lourd. Je ne peux pas en assumer les conséquences. Que ceci soit mon dernier mot. » H.G. Holmes émit un léger son de gorge. « Trop formel. »« Que veux-tu dire ?» demandai-je. Il fit un geste. « Regardez la symétrie de la lettre. Une formulation qui évoque la culpabilité mais sans précision. Aucune mention de Lydia Fern. Aucun détail sur le faux. Un homme sur le point de se confier à mort remanie rarement ses lettres par élégance. » Il se tourna vers Lestrade. « Qu'a dit le coroner ?» Les premiers examens suggèrent un empoisonnement. Du laudanum peut être mélangé à du gin. Le flacon est encore à moitié plein. Holmes renifla le bord de la bouteille. « Oui, mais pas de verre pour boire. » Lestrade cligna des yeux. « Tu reviens ?» Holmes se tourna vers le bureau. « Il n'y a aucun verre dans la pièce. » Giles était méticuleux, comme en témoigne la disposition des chaussures et l'état de ses livres. Un homme comme lui ne boit pas de poison directement à la bouteille, il l'aurait dilué. Mais il n'y a aucun résidu, pas de verre d'eau, rien dans la bassine. Lestrade ouvrit l'armoire. Rien ici non plus. Holmes regarda par la fenêtre. Un signe d'effraction? Aucun. La porte était fermée à clé de l'intérieur. La propriétaire l'a trouvée comme ça alors qu'il n'était pas descendu prendre le thé. Holmes s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. Le rebord était sec. Le rebord ne présentait aucune marque. Puis il s'accroupit, inclinant la tête vers le lit. « Watson, » dit-il doucement, « regarde ça. » Sous le cadre du lit, à peine visible, se trouvait une feuille de papier épais. Je me suis penché pour la récupérer. C'était un document partiellement déchiré, le bord effiloché. Un mémorandum d'un cabinet d'avocats daté de seulement 4 jours R.E. Répartition de la succession par nouveau codicille. La bénéficiaire, mademoiselle L. Fern, doit se présenter en personne à Darnley House avant le 28
pour confirmation d'identité et signature d'accusé de réception. Le non-respect de cette obligation retardera le transfert des actifs conformément à la clause 8. J'ai regardé Holmes. Il préparait son apparence. Ou quelqu'un qui se présentait en son nom, répondit Holmes, et quelqu'un ne voulait pas que cette rencontre ait lieu. Lestrade fronça les sourcils. Mais cela suggère qu'elle est vivante, ou que Giles le croyait. Holmes s'approcha du bureau et commença à l'examiner avec sa précision habituelle. Il passa ses mains sous le bureau, tapotant doucement après. À un moment, il s'arrêta. « Aidez-moi, Watson. Nous avons légèrement écarté le bureau du mur. Caché sous le tiroir, cloué dans le bois intérieur, se trouvait une petite enveloppe scellée à la cire. Holmes l'ouvrit et en sortit le contenu. Il contenait une seule clé, un reçu d'une agence de stockage de documents sur Chancery Lane et une lettre pliée portant la mention « privé ». À n'ouvrir que si je suis retrouvé mort. Holmes a ouvert la lettre. Si ceci vous parvient, alors j'ai échoué. Lydia Fern était réelle. Je la connaissais. Je ne l'ai rencontrée qu'une fois, mais je l'ai reconnue des années plus tard lorsque son portrait est apparu à Saint-Austell. J'ai confronté Miss Darnley, qui a nié tout savoir. Je crois qu'elle voulait se racheter, mais quelqu'un d'autre, ça est intervenu, quelqu'un de plus influent. J'ai trouvé des preuves de l'enterrement de Lydia, mais j'en suis venu à en douter. Il y avait trop d'intention derrière cette absence. Je n'ai rien forgé. J'ai préservé ce que j'ai pu. Mais il me surveille. Je soupçonne que même cette pièce n'est pas sûre. Si je suis parti, sachez que quelqu'un d'autre a voulu qu'elle reste dans l'oubli. H. Giles Lestrade expira. Ce n'était donc pas de la culpabilité. Il craignait d'être réduit au silence. Holmes hocha la tête. Et il l'était. Il empocha la clé et le reçut. On va ensuite à Chancery Lane, et on y va vite. L'agence de stockage était située entre deux librairies, juste à côté de Fleet Street. C'était une modeste entreprise dirigée par un homme âgé, affublé de lunettes à monture métallique et d'une curieuse incurie. Holmes présenta le reçu et fut conduit par un étroit escalier jusqu'à une salle de stockage de boîtes métalliques grises disposées en rangées numérotées. La boîte 207 était marquée sous le nom E. Darnley. À l'intérieur, sous des couches de poussière, se trouvait un mince dossier contenant plusieurs pages pliées, une photographie et une enveloppe scellée. Holmes ouvrit d'abord la photo. C'était celle de Lydia Fern, mais plus vieux. Elle se tenait à côté d'un enfant, pas plus de 10 ans, sur les marches d'une modeste pension. Son visage était légèrement tourné, mais reconnaissable. La photo portait une date griffonnée au dos. 1891, Mars Holmes m'a regardé. C'était le mois où elle était censée mourir. Il déplia ensuite les pages. Une correspondance entre Giles et une certaine Miss L.F., écrite d'une écriture déguisée mais familière. Je ne veux pas du domaine. Je veux la paix. On m'a fait disparaître une fois. Je ne risquerai pas de revenir juste pour être à nouveau utilisé. N'en parlez à personne. S'ils me trouvent, ils ne me laisseront pas partir 2 fois. Elle était vivante, murmurai-je, et elle se cachait. L'expression de Holmes était indéchiffrable. Giles a peut-être essayé de la ramener pour réclamer son héritage, mais quelqu'un l'a découvert et l'a arrêté avant qu'il ne puisse y parvenir. OMS, c'est ce qui reste. Il brisa le sceau de la dernière enveloppe. À l'intérieur se trouvait une liste, noms, date, correspondance. Une ligne était soulignée à l'encre. Entrée 9, Charlton, rencontre confirmée. Elle, Fern refuse. Charlton assure qu'elle sera en sécurité si elle obtempère. Résultat. Disparition 3 jours plus tard. La mâchoire de Holmes se serra. Lord Charlton, dit-il doucement, il en savait plus qu'il ne l'admettait. Il ne cherchait pas à la réunir avec sa famille. Il essayait de contrôler l'issue. Devant sa résistance, elle disparut. Mais c'était il y a des années. Holmes plia le papier. Et si elle n'était jamais partie? Et si Lydia Fern était toujours à Londres, sous un autre nom, une autre vie?
et que quelqu'un d'autre craignait maintenant son retour, il se tourna vers moi, la voix aiguisée par la résolution. On retourne à Darnley House. L'un d'eux sait. Et avant que tout cela ne soit fini, Watson, on découvrira qui. La route de Hampstead semblait avoir changé à notre retour ce soir-là, même si rien n'avait changé à Darnley House. Peut-être était-ce l'ombre de la mort de Giles, ou la certitude que le fantôme que nous poursuivions était peut-être vivant, respirant et plus proche que nous n'osions l'espérer. L'affaire qui avait débuté par un testament anonyme et le nom d'une héritière oubliée s'était progressivement tournée vers l'intérieur, resserrant de plus en plus les cercles autour de la majestueuse demeure, jusqu'à ce que même l'atmosphère, à l'intérieur de ces murs, soit teintée de conspiration. Madame Langridge, la gouvernante, nous fit entrer avec un malaise visible. « On a parlé de Monsieur Giles, monsieur », murmura-t-elle à Holmes alors que nous entrions. « Au village, on dit que ce n'était pas un accident, et Madame Hemsley n'est plus dans son élément. »« Où est-elle maintenant ?» demanda Holmes. « Dans le jardin d'hiver, monsieur. J'y suis depuis plus d'une heure. Les autres... » Monsieur Weatherby est parti précipitamment après avoir reçu un télégramme. Il a dit qu'il reviendrait demain. Monsieur Quinn était attendu, mais il a fait savoir qu'il était indisposé. Holmes hocha la tête en guise de remerciement. Puis, sans enlever son manteau, il se tourna vers moi et dit doucement « Ce sera la dernière pièce, Watson. » Nous avons traversé les couloirs latéraux jusqu'aux portes vitrées du jardin d'hiver, une longue véranda donnant sur la pelouse arrière, peuplée de treillages recouverts de lierre et imprégnée d'une odeur de terre humide. La pièce était sombre, les lampes à huile tamisées, laissant le clair de lune se répandre doucement sur le sol carrelé. Au centre, assise sur un banc en fer à côté d'un hortensia fané, se tenait Portia Hemsley. Elle portait un épais châle pour se protéger du froid et ne regardait pas vers nous, mais vers quelque chose au loin, au-delà des vitres givrées. Holmes avança d'un pas léger mais déterminé. « Madame Hemsley, dit-il. » Elle se retourna lentement. « Tu es de retour. »« Oui. Et je crois que la vérité nous a enfin tous rattrapés. » Ses yeux, autrefois rouges de larmes, maintenant secs et enfoncés, brillaient d'une lueur que je ne pouvais nommer. De la résignation, peut-être, ou de la libération. « Je t'attendais, » dit-elle doucement. Holmes fit signe au banc. « On peut ?» Elle hocha la tête. Je m'assis à côté d'elle tandis que Holmes restait debout, sa silhouette haute et immobile se détachant sur l'ombre de la serre. « Cette conversation peut se dérouler de deux manières, » a déclaré Holmes. « D'abord, nous parlerons franchement. Ensuite, je m'expliquerai devant la police. Je préfère la première option, dit-elle avec un léger sourire. Je suis trop fatigué pour la deuxième. Très bien, dit Holmes. Laissez-moi commencer par ce que je sais. Vous n'étiez pas seulement un compagnon pour Eugenia Darnley, vous étiez sa confidente et, surtout, sa gardienne de secret. Vous connaissiez Lydia Fern. Madame Hemsley n'a eu aucune réaction visible, mais ses mains gantées se sont brièvement serrées sur ses genoux. « Oui, oui, dit-elle, mais je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. » Holmes s'approcha. « Elle a survécu. Après sa prétendue noyade en 1891, elle a disparu. Giles a découvert plus tard qu'elle avait un enfant et qu'elle se cachait sous un autre nom. Il a cherché à la ramener. Peut-être pour réparer un tort, peut-être par sens de la justice. Mais quelqu'un craignait les conséquences de son retour. Portia Hemsley hocha lentement la tête. Ce quelqu'un, c'était Edgar Charlton. Holmes et moi avons échangé un regard. Il craignait le scandale, poursuivit-elle. Il s'était attaché à elle autrefois. Mais Lydia, à la fin, ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle savait qu'il avait des liens avec les avocats de la famille, qu'il pouvait manipuler son avenir. Il lui avait fait des promesses, Watson, des promesses de la protéger si elle se taisait. Mais lorsqu'elle a refusé, elle a disparu. La voix de Holmes était calme. « Tu savais où elle était allée ?»« Je l'ai fait, » murmura Portia. « Parce que je l'ai aidée. »
Je me suis penché en avant. Puis elle est vivant? Portia hésita. Pas comme tu la connaissais, pas comme Lydia Fern. Le regard de Holmes s'aiguisa. Explique-moi. Elle a pris un autre nom, avec mon aide. J'ai arrangé son voyage jusqu'à la côte, trouvé son logement sous une fausse identité, lui ai envoyé de temps en temps des fonds provenant des comptes de la famille Darnley, de petites sommes, inaperçues. Elle n'a jamais touché l'héritage. Elle n'a même pas demandé. Elle voulait juste élever sa fille en paix. Et la fille, demanda Holmes. La voix de Portia tremblait. Elle est restée. Je l'ai placée dans un séminaire pour filles sous le nom d'une autre marraine. Plus tard, quand mademoiselle Darnley a commencé à avoir des soupçons, je lui ai dit la vérité. Elle a pleuré, monsieur Holmes. La femme que vous connaissiez froide et sévère. Elle a pleuré comme une mère qui a perdu sa seconde chance. Elle a modifié son testament? Oui, murmura Portia. Elle a écrit le Nouveau Testament de sa propre main. Elle a tout légué à Lydia si jamais elle revenait. Ce n'était pas un faux. Ce n'était pas un piège. Mais Giles craignait qu'il soit perdu ou contesté. Alors il l'a copié. Il a essayé de créer une protection. Et Charlton? Demanda Holmes. Il l'a découvert. Trop tard pour empêcher le testament. Mais pas trop tard pour arrêter Giles. J'ai su en apprenant la mort d'Henry que ce n'était pas un suicide. Edgar avait des ressources, des hommes capables de faire paraître une mort naturelle. Et il ne risquerait pas le retour de Lydia. Holmes se dirigea vers l'extrémité de la véranda et se retourna lentement. « Vous gardez encore un secret, madame Hemsley. Un secret que vous n'avez pas dit à voix haute. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Elle est là, » dit Holmes. « N'est-ce pas ?» Portia ferma les yeux. Un long silence s'écoula, puis elle a dit « Oui, je le fixais. » « Lydia Fern est dans cette maison ?» Portia Hemsley se leva et fit un geste vers le couloir est. « Venez. » Nous la suivîmes par une étroite porte latérale, dans un couloir bordé de portraits et d'appliques murales. Au bout se trouvait une petite pièce lambrissée de chêne, où je n'étais jamais entré auparavant, probablement utilisée comme salon. Un feu crépitait doucement dans la cheminée. Assise à côté, dans un fauteuil à haut dossier, une femme d'une 50aine d'années. Elle s'est levée lorsque nous sommes entrés. Ses cheveux étaient maintenant striés de gris, attachés fermement. Elle ne portait aucun bijou. Sa tenue était simple mais digne. Son visage avait vieilli, mais c'était le même que sur la photo. La même mélancolie discrète, le même sentiment de tristesse contenue. Elle nous regardait avec des yeux calmes et intelligents. « Je suppose, dit-elle, que je n'ai plus le luxe du silence. » Holmes s'avança et s'inclina légèrement. « Mademoiselle Fern. » Elle esquissa un sourire triste. « Je n'ai pas entendu ce nom depuis 20 ans. » La voix de Holmes était plus douce. « Alors comment dois-je vous appeler ? » « Je m'appelle Clara Dawson, dit-elle. Je vis comme telle depuis 1892. Mais oui, autrefois, je m'appelais Lydia Fern. »« Tu n'as jamais été mort. »« Non, dit-elle, mais je me suis enterré volontairement. J'en avais assez d'être possédé, par les promesses de Charlton, par le nom Darnley, par le passé. Ma fille, elle vit dans le Nord maintenant, mariée, avec ses propres enfants. Elle n'a jamais su la vérité. J'avais espéré qu'elle ne la connaîtrait jamais. Mais la volonté a changé cela, dis-je. Ton nom t'a ramené à la lumière. Ce n'est pas mon choix, dit-elle. C'est Giles. Il croyait me protéger. Il avait tort. Et maintenant, il en paie le prix. Holmes hocha la tête. Votre vie vous appartient toujours, mademoiselle Dawson. Mais une question demeure. Elle croisa son regard. Avez-vous l'intention de réclamer votre héritage? Une longue pause. Puis elle a dit « Non. » Holmes l'observa attentivement. « Pourquoi pas? Parce que cela ne rendrait pas Giles, dit-elle doucement, ni Béatrice, ni les années volées, et parce que ceux qui restent, Wetherby, Queen, même Charlton, ne l'accepteront jamais. » Que le domaine se dissolve dans le silence,
qu'ils soient vendus, mais je ne les laisserai plus jamais me manipuler. Un autre silence s'écoula, puis Holmes s'inclina. C'est votre droit. Nous l'avons laissé dans la chaleur du feu, le passé s'effaçant derrière elle. Alors que nous ressortions dans le couloir, Portia Hemsley referma doucement la porte, derrière nous. Elle partira demain matin, dit-elle. Personne ne la suivra, pas cette fois. Holmes ne dit rien. Nous sommes retournés à Baker Street sous un ciel clair. Le brouillard s'était levé. Une semaine plus tard, la pluie revint sur Londres, lavant la crasse des pavés et faisant onduler les pages des journaux dans les caniveaux. La ville reprit son rythme habituel, insensible aux troubles silencieux qui s'étaient produits entre les murs majestueux de Darnley House. Mais dans les pièces du 221B Baker Street, les dernières pièces du dossier étaient assemblées sur la table, telles les pièces achevées d'un puzzle grandiose et tragique. Sherlock. Holmes se tenait devant l'âtre, le dos tourné au feu, les doigts d'une main repliés sous son menton, l'autre tenant un exemplaire frais de Le Times. Je m'assis dans le fauteuil à côté de lui, le journal déjà lu et plié sur mes genoux, attendant ce que je savais arriver. « Lestrade a donc accepté votre rapport ?» demandai-je. « C'est vrai, » répondit Holmes, « même si je soupçonne que le commissaire a trouvé cela moins acceptable. Le suicide est une conclusion bien plus commode quand l'alternative implique un père du royaume et des décennies de confiance détournées. » Et Charleton? Holmes esquissa un mince sourire. Il ne comparaîtra pas devant les tribunaux. Il a cependant démissionné de ses dernières fonctions publiques, invoquant une santé déclinante. Un accord privé a été conclu avec le cabinet Darnley, apparemment au bénéfice de certaines parties anonymes. C'est la seule justice que la société est prête à accepter lorsque le lion porte l'insigne d'un noble. « Clara Dawson ?» L'expression de Holmes s'adoucit. « Parti, discrètement, comme promis. Mademoiselle Hemsley a confirmé avoir pris un train pour le Nord il y a 2 jours sous son nom de femme mariée. Il n'y a aucune trace d'elle, et aucun intérêt à en créer un. » J'ai hoché lentement la tête. « Alors c'est fini. » Holmes s'approcha de la table et désigna d'un geste le contenu dispersé. Les lettres de Lydia Fern, le tissu déchiré brodé de ses initiales, le mémorandum de l'avocat, le registre retrouvé dans la cachette de Giles. C'était plus que des preuves désormais. C'étaient des échos, de trahison, d'espoir, d'une femme qui avait choisi de s'effacer plutôt que d'être effacée par les autres. « Non, Watson, » dit-il doucement, « pas tout à fait fini. » On a frappé à la porte. « Viens, » dit Holmes. C'était Bernard Quinn. L'avocat entra dans la pièce avec la raideur d'un homme conscient de l'importance de la conversation à venir. Ses gants étaient encore humides, son col légèrement de travers sous la bruine. « Monsieur Holmes, dit-il sans préambule, j'ai reçu votre convocation. » Holmes fit un geste vers une chaise. « S'il vous plaît, je suppose que vous savez déjà de quoi il s'agit. » Quinn s'assit, mais ne retira pas son manteau. « Si vous m'avez fait venir pour parler du testament de mademoiselle Darnley, je vous ai appelé, » interrompit Holmes, « pour discuter de votre rôle dans sa manipulation. » La bouche de Quinn se serra, mais il ne dit rien. « Vous n'étiez pas le faussaire, » poursuivit Holmes. « Ce n'était pas de votre faute, mais vous étiez complice. Giles n'aurait pas pu organiser la dissimulation du codicille sans votre silence, et je le soupçonne, votre influence sur certains retards de procédure. Je viens de... » Holmes leva la main. « Épargnez-nous. J'ai vu le registre. Les annotations, les confirmations de rendez-vous. Vous avez rencontré Charlton plus d'une fois. Vous saviez que Lydia était en vie. » À ces mots, Quinn perdit son sang-froid. « Je m'en doutais. C'est tout. Je n'avais aucune preuve. Et comme elle ne s'est pas présentée, elle n'a pas échoué, » rétorqua Holmes. « Elle choisit. Non. Et puis vous avez contribué à ce que le silence soit maintenu. Pourquoi? Pour préserver la dignité du nom de mademoiselle Darnley ou le vôtre? » Quinn baissa les yeux sur ses gants. « Parce que c'était plus sûr comme ça. »« Pour qui ?» demandai-je. « Pour tout le monde, » dit-il. Les Darnley n'étaient pas une famille indulgente.
Leur histoire, il s'interrompit. Il y a des dettes qu'aucun testament ne peut rembourser. Holmes l'observa froidement. Je ne vous dénoncerai pas, monsieur Quinn. Vos actions, bien que répréhensibles, se situent dans cette vaste zone grise entre lâcheté et complicité. Mais comprenez bien ceci. Si jamais vous vous mêlez à nouveau des affaires judiciaires, de Clara Dawson ou de sa fille, je réexaminerai votre dossier, et la loi aussi. Quinn se leva. Je n'ai pas l'intention de les revoir, ni l'un ni l'autre. Bien, dit Holmes. Alors, nous n'avons plus rien à discuter. Il est parti sans un mot de plus. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre. Il n'était pas signé, remis en main propre, scellé dans du papier crème uni. À l'intérieur se trouvait un mot adressé à Holmes et à moi-même. « Messieurs, vous avez fait preuve de bonté dans votre retenue. Je n'ignore pas le danger que vos révélations auraient pu me faire courir. Sachez ceci, j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Non seulement pour le domaine d'Arnley, mais aussi pour Lydia. Je l'ai trahi, certes, mais je l'ai aussi protégé d'une tempête qui l'aurait doublement brisé. Le lion ne rugit pas éternellement. Un jour il recule. Je recule maintenant. E.T. Holmes l'a lu une fois, puis l'a jeté au feu. Il n'y a pas d'honneur à échapper aux abus, a-t-il dit. Mais parfois, la discrétion est source de miséricorde. Je ne dis rien, regardant le papier se transformer en cendres. 3 jours passèrent. La vie, comme à Londres, continuait tranquillement. Mais le 4e soir, Holmes fit quelque chose d'inhabituel. Il sortit la photographie de Lydia Fern, la plus jeune, le portrait de Saint-Austell, et la posa, debout sur la cheminée. « Les gens disparaissent, Watson, dit-il, mais la vérité disparaît rarement. » Je comprenais ce qu'il voulait dire. Dans toutes les affaires que nous avions résolues ensemble, des meurtres les plus brutaux aux tromperies les plus douces, il n'y avait jamais eu de juste, il s'agissait de crimes. Il s'agissait de voix, certaines réduites au silence, d'autres jamais entendues. Je me suis levé et je me suis tenu à côté de lui. C'est curieux, dis-je, qu'elle n'ait jamais réclamé la succession, qu'elle ait laissé croire qu'elle était partie. Le visage de Holmes était indéchiffrable, pas par curiosité. C'était un acte de force, être invisible quand chaque instinct exige d'être vu, c'est une force que peu de gens possèdent. Puis, après une pause, il ajouta « et un acte de rébellion contre ceux qui croyaient que l'héritage était la seule mesure de la valeur. » Nous restâmes un moment silencieux, puis Holmes se détourna et retourna à son violon, tirant lentement l'archet sur les cordes. Le son était sombre, irrésolu, une mélodie que je ne reconnaissais pas, un air de son cru peut-être. Avant que je puisse parler à nouveau, on frappa légèrement à la porte. Madame Hudson entra avec un télégramme. Holmes l'a ouvert. Son expression changea, un léger plissement des yeux. « Un autre cas ?» demandai-je. Leva les yeux. Une histoire de faux télégrammes et de traducteurs disparus à Vienne. Ça peut attendre demain matin. Il posa le feuillet sur la table et retourna à son violon. Tandis qu'il jouait, je pensais à Lydia Fern, qui n'était plus une ombre, qui n'était plus une fiction, et à Jill, l'homme tranquille, qui est mort en protégeant une femme en laquelle il croyait. Tous les mystères ne se terminent pas par des applaudissements ou des gros titres. Certains se concluent non pas par un fracas, mais par un soupir, avec des vérités délicatement dévoilées au grand jour, et l'espoir que le silence, une fois brisé, puisse enfin laisser place à la paix.